Je suis avec Sarah Lebailly, la présidente de la collective des mères isolées à Montreuil. Et elle va nous expliquer ce que c'est exactement cette collective. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, tu es donc la présidente de la collective des mères isolées à Montreuil, Montreuil-sous-Bois, dans la Seine-Saint-Denis. Et quand est-ce que tu as eu, c'est toi qui as créé cette association, puisque c'est une association aujourd'hui, quand est-ce que ça a été créé et puis d'où vient l'idée ? Alors, ça a été initié, on va dire, en fin février, mars, début mars, en pleine campagne municipale. Alors, initié par moi, une mère en colère. Et puis après, je dirais que pour être très précise dans les mots, à la suite de ça, il y a eu une création d'association, mais quelques mois plus tard. Mais là, du coup, je dirais que la création de l'association en soi, c'est pas moi, c'est nous. Voilà, c'est du coup le mot collectif est important. Et donc initié par une colère, mais aussi par plein d'autres choses qu'il y avait derrière, qui étaient latentes. Une colère vis-à-vis de la mairie de Montreuil, parce que en fait, je ne trouvais pas écoute sur une problématique qui paraissait tellement grossière que ça pouvait pas être pris en compte, ça pouvait pas être écouté et ça pouvait pas être réglé. Avec de la dignité et de l'humanité. Et en fait, c'était un problème de calcul des prestations à l'enfance. Donc, je me retrouvais à ce moment-là au chômage avec à peu près 1 000 euros par mois, un loyer de 700 euros, des aides assez modestes, bref, un peu comme beaucoup de mamans. Et je me retrouvais un peu dans un entre-deux. Où en plus je vivais en studio, etc. Enfin voilà, j'avais un petit combo gagnant des stigmates de la mère isolée aujourd'hui qui est en galère et qui veut rebondir professionnellement, on va dire. Et il se trouvait que là, à ce moment-là, on voulait me faire payer presque 6 euros le repas de la cantine à ma fille. Sauf que moi, j'étais intervenante en milieu scolaire, donc je faisais en plus un métier utile à la société. Et donc, je faisais en fait des séances avec des collégiens, des lycéens, des primaires sur la lutte contre les discriminations, le racisme, les conduites à risque, etc. Donc, c'était un métier, en plus, pour moi, pour le coup, ça a du fond. Voilà. Donc, j'étais vacataire et donc, du coup, je pouvais pas aller au taf si je mettais pas ma fille à la cantine. Donc, ça n'avait pas de sens. Et en termes d'égalité et d'accès à la cantine pour tous les enfants, ça avait encore moins de sens. Donc, quel choix j'ai à ce moment-là ? Enlever ma fille de la cantine et ne plus aller au travail. Donc, c'est quand même un problème pour l'insertion des femmes isolées, des mères isolées comme moi. C'était compliqué, en fait, de devoir à la fois gérer... je mets plus ma fille à la cantine parce que c'est n'importe quoi. Je vais pas me retrouver avec une facture du jour au lendemain, en plus sans qu'on m'ait prévenu, alors que j'avais bien dit au mois de décembre que j'étais au chômage, que j'avais creusé ma précarité depuis plus d'1 an. Eux, ils se permettaient encore de faire un calcul sur N-2. Donc, ça veut dire qu'il y a N-2 pour eux. J'avais touché le pactole parce que j'avais gagné 23 000 euros l'année. Ouh. C'est énorme. Waouh. J'aurais pu vivre dans un château. Donc, il y avait pas une conscience d'une réactualisation de ta situation. Elle était pas adéquate avec la situation que j'avais à ce moment-là. J'étais précaire, seule. Et comme j'ai expliqué en fait par la suite, c'est que quand on est seul, on multiplie les charges et on divise les soutiens. Donc voilà, on n'a pas... et il y a des degrés d'isolement en plus qui font que soit t'as tes parents, soit tu les as pas, soit t'as un cercle d'amis, soit t'en as pas. Bref, t'as pas tes cousins, tes cousines, t'as pas tes frères et sœurs sur le territoire. Vraiment isolé. Etc. Moi, c'était mon cas, pour le coup. Et donc, tu rencontres d'autres mamans qui sont dans la même situation ? Non, en première étape, j'écris aux élus, j'ai pas de réponse. Je suis reçue par une agente qui me fait pleurer dans son bureau. Donc, je trouve que c'est un deuxième palier de violence institutionnelle. Un jour, quelques jours plus tard, alors que j'arrêtais pas d'envoyer des messages à la mairie, on m'appelle et on me propose 20% d'abattement. Ce à quoi j'ai répondu que j'étais pas une femme en solde et qu'il était hors de question que je ne sois pas traitée avec dignité et que ce soit pas adéquate avec la situation que je vivais à ce moment-là. Et puis même 20%, ça suffisait 20%, pas. c'est ce que j'appelle vulgairement du foutage de gueule, clairement. Et là, ça a été la colère. Je leur ai dit, en fait, c'est trop tard. C'était un mardi matin et je leur ai dit, en fait, c'est trop tard pour vous. Je vous avais mise en garde, je vous avais dit, je vous ai menacé de faire une grève de la faim, donc c'est clair.
Là, on était mardi matin. J'ai dit à l'agent qui était complètement d'accord avec moi pour le coup, et donc j'espère que personne ne lui en voudra à ce monsieur, parce qu'il était génial. Il m'a juste dit, nous-mêmes à l'APE, on n'est pas d'accord entre nous. Nous-mêmes, sur les nouvelles tarifications, il y a eu beaucoup de débats au sein de l'APE, et je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites. Il m'a dit, c'est pas normal, en effet. Et il m'a dit de continuer à faire mes recours auprès de l'élu. Je continuais de menacer, en fait, donc de faire une grève de la faim à partir du vendredi d'après. Mais c'était déjà trop tard, puisqu'en fait, prise d'un élan de colère et à la fois de survie, le lundi soir à 21h, ça m'a pris d'un coup. J'ai écrit un petit pavé que j'ai posté sur tous les groupes Facebook de parents de Montreuil. Et j'ai dit, voilà, vous êtes mère isolée, vous êtes en colère, vous en avez marre qu'on vous regarde pas, qu'on vous considère pas, donc venez, on se fédère, parce que là, c'est plus possible. Et à ça, il y a une vingtaine de personnes, de mamans isolées, qui ont répondu dans la soirée du lundi soir. Ça me fout des frissons rien que d'y repenser parce que c'était très très fort en émotion. Et le mardi matin, quand j'ai eu cet appel, je les ai prévenus tout de suite. C'est simple, on est mardi. On est déjà une vingtaine de mères isolées en colère dans la ville de Montreuil, puisqu'à ce moment-là, c'était que au niveau de Montreuil. Et en plus, il y a le Parisien qui aimerait bien faire un petit article. Donc voilà, faites quelque chose. Et de là, assez vite, en une semaine, en fait, ce que j'ai fait, c'est que avec ces mamans-là, on est parti faire le tour des candidats à la municipale. Donc on a rencontré quelques candidats. Donc on a été reçus par le maire, Monsieur Bessac, qui a été réélu une semaine plus tard. Donc du coup, quand on a été reçus par Monsieur Bessac, entre autres, mais Monsieur Bessac nous a donné l'impression qu'on avait les deux pieds dans la porte, qu'il y avait une écoute, qu'il était très bienveillant. Pour moi, c'était une personne de confiance. Et on s'est dit, il va peut-être pouvoir y avoir des engagements de prix bientôt, etc. En plus, il a été réélu entre-temps, donc on se disait, bon, allez, on y croit. Et notamment sur les prestations à l'enfance. Donc les deux points majeurs qu'on défend depuis la création de notre collective, c'est bien un calcul spécifique des prestations à l'enfance vis-à-vis du statut de mère isolée. Parce qu'on existe pour la fiscalité, pour les impôts. Oui. On n'existe pas pour notre mairie. On leur dit tout simplement que ça existe dans d'autres villes et que dans d'autres villes, on ajoute une demi-part pour les mères isolées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont seules, point, en fait. Pour le coup, dans la ville de Suresnes, ça existe. Il y a une demi-part en plus de mise sur les prestations à l'enfance pour le calcul. Donc, c'est possible. Et il y a un autre tiré sur la petite enfance, pour le coup, qu'on voudrait défendre, c'est la stabilisation du mode d'accueil des mères isolées, enfin des enfants des mères isolées. Pourquoi ? Parce que c'est bien quand on a dépassé la CAMA, donc la commission qui permet d'avoir une place en crèche municipale, déjà on a beaucoup de chance, parce qu'à Montreuil, il y a très peu de taux d'accueil, et ça, c'est la faute à personne, plus ou moins, ou c'est plutôt la faute à la société, et il y a une question d'argent, en fait. Donc voilà. Et donc quand on a cette chance-là, ce qui serait bien quand même, c'est qu'il y ait une considération, encore une fois, toute particulière sur la condition des mères isolées, puisqu'elles ont des difficultés, des freins énormes au retour à l'emploi, à la stabilisation de leur emploi, même c'est vraiment des grosses problématiques d'insertion socio-professionnelle. Il y a une question de prévention au burn-out parental, il y a plusieurs questions en fait qui s'enchaînent, qui s'enchevêtrent et qui doivent être absolument prises en compte. Sauf que quand une maman elle n'a pas eu de travail depuis plus de 6 mois environ, et qu'on lui demande au mauvais moment ces 3 dernières fiches de paye pour justifier qu'elles sont bien à temps plein, etc., eh bien, on leur sucre des jours de crèche à Montreuil. Voilà. Donc, on leur enlève 1 ou 2 jours ou 3 jours de crèche de mode d'accueil. Ce qui leur laisse plus que 2 jours ou plus que 3 jours à peu près de jours d'accueil sur la semaine. Le problème, c'est que derrière, ça les met encore plus en difficulté. Et quand on parle d'ailleurs on va dire, d'égalité femmes-hommes, il y a un vrai problème. On sait très très bien que les hommes et les femmes dans cette société, de toute façon, quoi qu'il arrive, ne sont pas soumis aux mêmes problématiques, ni financièrement, ni en termes d'insertion, ni en termes de salaire, rien. Donc concrètement, c'est aussi une considération de l'égalité femmes-hommes que de prendre en considération cette question-là. Si on veut ignorer cette question-là, on ignore clairement une question fondamentale de féminisme. Donc pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas féministe quand on n'en a rien à faire de cette question-là, clairement. Okay. Et donc voilà, on explique un peu que c'est un peu... Je veux dire, c'est des femmes qui se payent l'intersectionnalité des problématiques. Si tant est en plus, si c'est des femmes qui sont... pour le coup, à l'intersection des discriminations, si elles sont femmes, mères isolées, noires, homosexuelles, handicapées,
et pauvres, ça n'aide pas. N'ayant pas l'accès à la langue française, elles sont... Très compliquées. C'est très compliqué. C'est vraiment, les tâches se compliquent. Et pour le coup, elles n'ont encore moins accès aux droits puisqu'elles ont... Enfin voilà, il y a une multitude de choses qui se mettent en place. Et ça, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer, parce que si nous, peut-être qu'on arrive à militer et à créer cette association, c'est peut-être parce qu'on a certains privilèges, même si on est un peu dans la merde quand même, faut le dire. Voilà. Voilà, donc ce constat, 20 personnes qui répondent assez rapidement ce lundi où il y a le coup de sang, le boom, la réaction. Et donc depuis... ces 20 personnes, comment vous êtes organisés? Donc il y a eu la création de l'association, donc comment ça s'est passé, la création de l'association? Et puis qu'est-ce que vous faites aujourd'hui comme action? Alors en mars 2020, donc après ça, il y a eu quelques mois qui sont passés, il y a eu le confinement, donc ça a été très dur à vivre. Et je dirais qu'en juillet, on a mis en place on a créé les statuts, on a tout lancé. On a fait un bureau histoire de dire on est dans la légalité, on est une asso réelle. On est ancré dans le paysage, on est ancré dans le territoire, on est ancré pour les subventions, on existe et personne ne peut nous ignorer. C'est aussi un peu une question de revendication aussi. Et de là, on s'est multiplié progressivement. Là, on est une 60aine et il y a des nanas de partout dans la France. Beaucoup d'Île-de-France en vrai, mais il y en a qui sont partout. Qui sont vraiment partout dans la France, sud, nord, etc. Et de comment on s'organise, alors du local, on essaye de faire des actions, et après, c'est beaucoup on a écrit un manifeste, on a écrit une tribune qui est passée dans l'IB, là, il y a 2 jours, sur justement, suite à la sortie du rapport de l'INSEE sur la précarité des familles monoparentales, que nous représentons quand même à un très fort taux, puisque on est une famille sur 4 à être monoparentale et à être femme, chef de famille. Donc voilà, après on est sur aussi des luttes qui sont un peu plus... on accompagne. Alors c'est pas un truc qu'on a mis, qu'on a collé sur notre page, mais en fait, en vrai, implicitement, il y a énormément de femmes déjà qui nous contactent pour nous dire merci. Franchement, j'aurais jamais pensé à rejoindre un groupe de mères isolées. C'était pourtant l'évidence. Je me sens moins seule. J'ai l'impression de faire partie d'une famille. Et pour le coup, le mot famille là a tout son sens. Et puis après, il y a celles aussi qui rencontrent de très grandes difficultés, qui sont victimes de violences conjugales, qui sont victimes de violences même post-séparation, des violences faites sur les enfants, des mères qui sont des mères protectrices, qui se voient parfois, là je donne un tableau très noir de la chose, mais c'est réel, et il faut l'entendre. Il faut dire que ça existe. Voilà, ça existe. Et qu'elles sont plus nombreuses qu'on ne croit. Voilà, ce n'est pas une majorité, mais il y en a un certain nombre quand même, et qu'il faut les considérer et regarder ces situations pour... droit dans les yeux pour avoir une société plus juste, en fait. Exactement. Plus égalitaire, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Du coup, ces mères protectrices qui se font désenfanter parce que il y a des hommes violents qui sont plus pervers que d'autres et qui arrivent à jouer un double jeu avec la justice. Donc, il y a un vrai combat à mener en justice au niveau du pénal, du décloisonnement du pénal et du civil, puisque les affaires familiales passent en civil et tout ce qui est correctionnel et les assises, c'est en pénal. Et il y a un cloisonnement entre les deux qui fait que parfois, un criminel qui a tenté d'assassiner sa femme ou qui a fait d'autres choses, clairement, il garde son autorité parentale, les mains dans les poches, il n'y a pas de souci. Il y en a même qui exigent que l'enfant vienne rendre visite à monsieur en prison. C'est inadmissible, c'est impensable. On est quand même le pays qui défend les droits de l'enfant, on n'a pas le droit de faire ça. Et on s'appuie, nous, la collective, sur des gens extraordinaires, comme le juge Édouard Durand, qui est à Bobigny. En plus, c'est notre territoire, pour le coup, vu qu'on est né à Montreuil. Voilà, il y a tout un aspect sur la justice, en fait. Oui, un juge qui a écrit... quelques livres qui sont très intéressants. Voilà, on invite les gens à aller voir, à lire ces livres qui sont très intéressants. Et donc, il y a un accompagnement de l'association au niveau civil et pénal des mamans isolées, ou alors un accompagnement tout simplement de soutien moral. Alors un soutien humain avant tout, un soutien moral. Après, le truc, c'est qu'on ne se substitue pas à un professionnel quel qu'il soit.
Certaines d'entre nous ont des... par exemple, moi, je travaille dans le social, donc j'ai une formation sur l'accompagnement, mais ça fait partie de notre règlement intérieur. C'est hors de question d'accompagner une femme victime de violence si on n'est pas une professionnelle déjà, et puis si on est en période de fragilité, si on vit nous-mêmes des violences. Ça, c'est une règle première. Donc on fait pas ça si on est vulnérable, c'est hors de question. On veille les unes sur les autres, on est censé le faire. Voilà, c'est très important. Après, on se retourne vers les copines de la maison des femmes. On interpelle le service logement si c'est nécessaire, le service social départemental si c'est nécessaire. Enfin, on essaye de faire le max. Et pour le coup, là, j'ai un exemple qui est tout frais. De l'accompagnement moral, humain, comme tu dis, voilà. Mais aussi du coup administratif. Oui, un petit peu. Puisque tu l'évoquais tout à l'heure, il y a des mamans qui parlent pas français. Qui parlent pas français. Il y a la barrière de l'écrit, de l'oral, l'administration. Du coup, ça devient quelque chose de tellement lourd. De très très lourd, vraiment une galère. Donc il y a de l'accompagnement oui, là-dessus, oui. On est au taquet, et après c'est pas toujours facile parce que on travaille, on a une surcharge mentale qui est commune à toutes, mais on le fait parce que il est hors de question de laisser une sœur en galère. Et on a fait fraîchement, là, il y a pas longtemps, c'était il y a une semaine, on a fait un appel à solidarité sur la ville de Montreuil, et ça a répondu en quelques heures pour reloger une dame qui était à la rue avec ses 3 enfants enceintes de 6 mois, et le 115 ne fait rien, le SSD fait pas grand chose non plus. Voilà, c'était une dame qui s'est retrouvée dans une très grande difficulté, qui venait d'un autre pays, donc voilà, il y a toute une question derrière de droit des étrangers et tout, donc nous on réoriente, voilà. Donc en tout cas c'était très beau de voir que personne ne laisse en galère une sœur, et que cette dame, elle a été relogée très vite, mise à l'abri en attendant de trouver des solutions. Et sur les actions qu'on mène, pour le coup, il y a des actions qui vont être plus secrètes que d'autres, dont on peut pas parler. Bien sûr. Parce qu'on prépare bien nos coups, et qu'on va bien entendre parler de nous, il n'y a pas de problème. Puisque à force d'invisibiliser les mères isolées, quand elles reviennent enragées et engagées. Donc voilà. C'est une promesse. Et... bon, si certains nous écoutent, attention. Donc tu nous parlais d'une 60aine de personnes. Donc aujourd'hui, vous êtes combien dans la collective? Alors en termes d'adhérentes, je dirais une 20aine, parce que les adhésions ont commencé il y a très peu de temps pour une question d'organisation qui nous est propre. Et après, concrètement, en fait, on a trois fils principaux, on va dire, sur WhatsApp. On a un fil collectif des mères isolées qui est généraliste et qui donne des infos, qui partage, qui alerte, où on est une 60aine de partout en France, mais plus d'Île-de-France, comme je disais. Et puis après, on a un fil entraide où il y a quasiment les mêmes personnes qui sont sur le fil général. Et là, pour le coup, c'est des dons, des ventes, je te donne le nom de mon avocat, si, ça, des petits conseils d'éducation, de soutien parentalité, même s'il y a 1000 façons de voir la parentalité. Et puis, il y a un fil active, donc les plus actives qui se mettent dedans et qui sont à fond. On se répartit le travail, etc., les tâches. Et voilà, je dirais principalement. Après, on a des sous-fils encore, où on a des chantiers, des groupes de travail sur des réflexions. Donc il y a quand même une sacrée organisation, ça fait beaucoup de monde. C'est une fourmilière. Ouais. Avec des vraies petites travailleuses. On lâche pas l'affaire. Voilà, et puis tout le monde donne un petit peu de son temps en fonction en fonction du moment. De son organisation, de sa vie de famille, professionnelle, en disant que etc. toujours le point d'honneur qu'il y a dans notre règlement, c'est de dire tu ne peux pas, tu ne fais pas. On n'a pas à se juger les unes les autres. On sait comme c'est difficile, il y a des moments plus durs que d'autres. Donc voilà, on est censé être là les unes pour les autres et se soutenir. Solidaires toutes entre vous. Très bien. Donc, si on veut participer à tout ça, s'il y a des mamans isolées qui sont vraiment isolées du coup et qui connaissent pas la collective des mères isolées, comment on fait pour vous contacter? Alors, il y a un compte Instagram et une page Facebook. On ne peut pas dire qu'on a un numéro de téléphone parce qu'on n'en a pas d'officiel, donc on ne le donnera pas, surtout que c'est aussi une porte d'entrée pour les harceleurs potentiels, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont
qui sont à protéger, qui sont anonymes dans la collective. Donc du coup, il n'y a pas de numéro de téléphone, il y a un mail, collective d'accord, écriture inclusive, collective des mères isolées, @gmail.com. Et puis de toute façon, vous pouvez retrouver l'écriture parfaite, parce que moi, j'ai peut-être pas bien parlé là, mais retrouvez tout ça sur la page Facebook Collectif des mères isolées. Et le Instagram aussi, qui n'est pas aussi fourni en fait que la page, mais qui donne un petit peu des petits... si on fait une recherche sur Internet, Collectif des mères isolées, on retrouve facilement tout ça. Ouais. Voilà. Eh bien Sarah, merci. Merci de toute cette explication sur la création de la Collectif des mères isolées. Bon courage à vous toutes. Merci. Et à bientôt. Merci, à vite. Merci, au revoir, t'es gentil. Voilà, c'était la participation d'une enfante de la collective.